Salut Yael, Salut Adrien. bienvenue dans La Tête aux pieds. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'espère que tu vas bien. Pour poser un petit peu le cadre de la discussion, je te présente très brièvement quelques éléments, en tout cas. Donc Yael, tu t'appelles Yael Pancos et tu es présidente de la Fédération des praticiens de la méthode Pilate en France. Donc ça, c'est déjà quelque chose de conséquent. Tu es aussi responsable des formations chez Polestar France et tu diriges un studio de pilates également, à Thiviers qui s'appelle Les Chemins du Corps, si ma mémoire est bonne. Tout à fait, donc ça fait déjà beaucoup et tu co-organises avec moi. J'ai la chance, d'être en partenariat avec toi pour, organiser M le sommet. Donc c'est un sommet du corps en conscience en ligne, francophone, qui a déjà eu lieu en 2024 et peut-être qui va avoir lieu à nouveau. On ne sait pas, on aimerait bien le savoir. Peut-être qu'on aura des révélations dans cet épisode de podcast. Donc ça fait déjà beaucoup de choses, hein, beaucoup de casquettes, beaucoup de projets en cours et pourtant, une fois que j'ai dit ça, puisque on se connaît quand même assez bien, et ben ça me paraît, il me semble que j'ai pas dit grand-chose encore de tout ce qu'il y avait à dire sur toi. Alors bienvenue et qu'est-ce que tu voudrais ajouter, pour les auditeurs? Et ben, c'est drôle, d'écouter, comme ça cette présentation de la bouche d'une autre personne. Je me rends compte que, tu sais, c'est un truc qui est à la mode. J'entends beaucoup de personnes qui disent: «J'ai un cerveau en arborescence». Je me dis: «Je pense que je dois avoir un peu ce problème-là aussi». C'est-à-dire que j'ai, 15 idées à la minute, voilà, heu et j'arrive à en réaliser quelques-unes, donc je me définirais comme ça. Quelqu'un de passionné avec, je pense une grande énergie et toujours en mouvement. Donc le mouvement est au cœur de ma vie, c'est-à-dire, c'est toujours dans mes sujets de recherche, d'investigation, de loisirs, de profession, tout tourne autour de ça. Donc on va, j'imagine, creuser ce sujet-là, mais bien sûr, j'ai cette casquette de prof de pilates, mais c'est bien plus que ça. J'aime le mouvement en règle générale. OK, et donc quel, autre type de mouvement attire ton attention justement en dehors du pilates en ce moment? Mmh. Bon, bah, moi, j'ai la danse qui est quand même toujours au cœur de ma vie parce que ça a été ma première passion, je dirais presque ma première source d'expression, moyen d'expression. Moi, je parlais pas beaucoup, j'étais hyper timide quand j'étais plus jeune, donc j'ai dansé beaucoup, j'étais en sport-études. Donc la danse a certainement été un moyen, de m'ancrer, de me retrouver, de savoir qui j'étais, de m'exprimer dans le monde. Et puis ça reste une source de joie, incommensurable pour moi, la danse sous toutes ses formes. On reviendra là-dessus donc je suis partie d'une danse très formelle, très académique, vers, plein d'autres expressions. Et puis la capoeira a croisé mon chemin. La capoeira d'abord et le Brésil après, en fait, ça s'est fait dans ce sens-là. Et j'ai recommencé avec plaisir, là, ça j'avais dû arrêter, suite à des blessures et j'ai recommencé cette année et voilà, ça me fait énormément de plaisir. Mmh. OK, la reprise se passe bien alors? Ouais, ça va. C'est dur physiquement, mais je c'est ouais, c'est beaucoup de joie donc en fait, je sens à chaque fois que ça me en fait, c'est des moments qui me redonnent énormément d'énergie, tu vois? Quand je sors d'un cours de capoeira ou d'un moment où je vais danser, je repars, en même temps fatiguée physiquement, mais totalement renouvelée dans mon énergie, avec une créativité complètement à fleur de cerveau, tu vois? Ou fleur de peau, je sais pas comment on pourrait dire. Donc ouais, c'est très stimulant pour moi. Un effort qui repose un peu. Enfin, je vois Ouais. ça aussi, c'est paradoxal. Tu parlais des danses, assez formelles qui t'ont permis de débuter ton parcours. Là, aujourd'hui, c'est quel type de danse, en parallèle de la capoeira, qui t'intéresse? Mouais, alors en règle générale depuis ces dernières années, beaucoup d'improvisation. J'ai traversé plein de techniques d'improvisation différentes, si on peut appeler ça des techniques, hein, parce qu'il y a quand même des techniques d'improvisation. Donc par exemple, il y a quelques années, j'avais pratiqué un petit peu de sound painting, qui est plutôt pratiqué
dans la musique, mais ça inclut quelquefois dans des performances des danseurs, des acteurs, des chanteurs, et cetera. C'est comme un langage des signes, tu vois? On va t'apprendre tout un tas de signes et en fait, tu as un chef d'orchestre qui fait de la compo on appelle ça de la composition instantanée. Donc c'est quand même à base d'improvisation. Donc c'était très fun parce que c'était fait avec, des musiciens et moi j'aime beaucoup travailler avec les musiciens. Puis j'ai fait partie de groupes d'improvisation, vraiment où là c'était beaucoup plus libre. On se donnait, par exemple et on a fait des performances. On faisait des performances d'1 heure sur scène en improvisation complète. Et on travaillait longuement ensemble, en amont. Donc on avait le timing par exemple interne, hein, organique d'1 heure. Qu'est-ce que c'était 1 heure? Avec beaucoup de travail d'écoute. Donc c'était musicien et danseur. J'ai fait un peu de contact impro, voilà, je me définis pas comme une, contacteuse. C'est comme ça qu'on appelle ça, les gens qui font du contact impro parce que c'est voilà, j'ai pas la technique, enfin j'ai pas poussé dans la technique, j'y vais par plaisir. Et puis, je me suis mis, aux danses folkloriques, parce que j'habite à la campagne et bon, moi j'aimais beaucoup les danses à 2. J'ai fait c'est beaucoup de danses à 2 latines, mais ici il y en a pas, donc je me suis mis aux danses folkloriques. Voilà. OK. Et c'est quoi les noms des styles de ces danses folkloriques? Et bien, par exemple, on danse, la bourrée ou la gavotte, la mazurka, voilà. Donc c'est des danses à 2, c'est des danses collectives de groupe, un peu d'improvisation, beaucoup d'écoute. Donc je retrouve en fait tout le temps les mêmes ingrédients et dans la capoeira, c'est la même chose, c'est un dialogue à Mmh. 2, c'est beaucoup de travail d'improvisation. Tu as un langage de base, mais tu improvises. Tu as le travail rythmique aussi dans toutes ces pratiques-là qui m'intéressent beaucoup. Avec la Heu présence de musiciens encore comme tu disais tout à Toujours. l'heure? En fait, je me rends compte que c'est toujours ça mon univers, en fait. Mmh. Ouais. Mais c'est marrant comment, au-delà du cadre culturel, il y a des éléments qui sont récurrents et que, bah, la danse, traditionnelle, folklorique du Périgord, il y a des éléments en commun avec la capoeira qui vient du Brésil, des éléments transculturels, quoi, qui sont, je pense, qui résonnent chez les gens d'une façon justement organique, enfin, au-delà de la surface et des apparences, ça vient faire vibrer une corde particulière. Bah, merci pour tout ça et puis j'ai appris des choses, encore, j'ai découvert des choses sur ta pratique corporelle. Félicitations. Mais, une question, qui me vient, c'est qu'effectivement dans tout ça, donc dans ce travail rythmique, ce travail à 2 avec la musique, c'est assez éloigné de ce qu'on peut faire en pilates. Donc, comment toi tu fais le pont? Qu'est-ce que tu trouves dans le pilates? Quel est ton rapport à ça? Et comment tu combines avec ces disciplines ou ces pratiques, je ne sais pas comment on pourrait dire, qui ont l'air en apparence assez différentes finalement? Mmh. C'est une très bonne question, à laquelle je ne suis pas sûre d'avoir une réponse. OK. Qui est certainement un questionnement, parce que je sais pas, le Pilate est rentré dans ma vie et a structuré ma vie parce qu'elle m'a donné un métier, tu vois? En fait, et je vois plein de choses qui me plaisent beaucoup dans le Pilate, je vois plein de choses qui me manquent dans le Pilate, donc que je vais chercher ailleurs. Du coup, parce que je trouve que ce n'est pas une méthode complète. Je vais peut-être en frustrer certains en disant ça. Mais tu vois, il manque, le cardio, il manque la rythmicité, il manque, la musicalité, il me manque le travail à 2, le travail en collectif. Pour moi, il me manque vraiment des choses dans la pratique du pilates. Donc c'est une pratique qui vient soutenir mon quotidien, qui vient soutenir mes autres pratiques. C'est un peu comme, je pense une forme de ouais, de structure, de squelette que ça me donne, tu vois? Et je pense que c'est la force de cette méthode-là qui est une méthode très cadrante, très structurante, tu vois? Et très je sais pas si on pourrait dire yang, mais tu vois, il y a un truc quand même très ouais. Et en même temps, il Organique. y a quand même ce travail d'introspection, d'écoute de soi, de perception de comment ça se passe dans ton corps. Voilà et puis je disais ça m'a structurée, c'est-à-dire que ça m'a donné un métier clairement, pour la petite histoire, je dis souvent, en fait, en tant que formatrice, j'écoute souvent les histoires des personnes qui viennent en formation et j'entends, assez régulièrement: «Ah le Pilate m'a sauvée» ou alors «J'allais pas très bien, j'avais des blessures, j'étais en burn-out, j'ai commencé du Pilate, ça m'a fait énormément de bien, j'ai eu envie de l'enseigner». Et en fait, moi, ça me fait toujours un petit peu sourire parce que j'ai eu une relation au Pilates qui était très,
rationnelle, parce que simplement j'étais danseuse, j'avais pas le sou et j'ai une de mes collègues, j'habitais à Rio à l'époque, qui m'a dit, «Ben, on cherche, des profs pour le studio». C'était le premier studio de pilates à Rio. Maintenant il y en a 500, 1000, 2000, je sais pas. Hem et je dis: «Bah, oui, je sais pas ce que c'est, mais bon, j'avais besoin de thunes, j'avais besoin de travailler, donc j'y suis allée». Et donc c'était vraiment quelque chose de tout à fait fortuit, en fait, c'est plutôt, je vais pas dire que c'est l'appât du gain qui m'a amenée, ça m'a plu parce que je me suis dit: «Tiens, j'ai la possibilité de me professionnaliser, de devenir professionnelle de cette chose-là». Heu et en même temps, ça a à voir avec mon métier de danseuse, ça a à voir avec le mouvement, j'y ai trouvé mon compte, en fait, en quelque sorte, tu vois? Mmh. Mais à la base, c'était, bah, ça m'a donné cette espèce de colonne vertébrale, pour pouvoir structurer ma vie, et gagner ma vie, quoi, en fait. Mais c'est très intéressant, enfin, tu viens de m'aider à voir ma vie sous un jour nouveau parce qu'on a, quand même beaucoup de points en commun dans nos parcours et effectivement cet aspect structurant, ça m'a aidé à structurer mon corps, ma posture, mon mouvement, mais structurer ma vie aussi, enfin, ça m'a donné un cadre de vie et un moyen de gagner ma vie pendant plus de 10 ans et effectivement, j'avais jamais fait ce parallèle. Hem et donc maintenant, en fait, sans rentrer trop dans des détails, technico-techniques, mais tu es professeur carrément tu es pardon, présidente de la fédération de pilates. Donc merci pour ça, parce que je sais que c'est beaucoup de travail, qui bénéficie à beaucoup de monde. Est-ce que tu peux expliquer comment tu en es venu là? Est-ce que ça implique, très brièvement? Mmh. Oui, bah, c'est vrai que c'est une partie importante de ma vie à l'heure actuelle, voilà, j'y passe, je sais pas, un tiers de mon temps de travail à travailler pour ça, donc c'est quand même pas anodin. Ça veut dire aussi que ces dernières années, mon travail qui était beaucoup sur le terrain, être debout, en cours, en mouvement et cetera, a doucement glissé vers beaucoup plus de travail administratif et beaucoup moins, de pratique. Donc ça me plaît et en même temps, il faut que je fasse attention parce que corporellement, j'en ai un peu pâti. Voilà, donc il faut que je retrouve cet équilibre-là. Donc comment j'en suis arrivée là? Bah, en fait, en 2012, il y a Sophie Mompesson qui était stagiaire chez Align, qui a eu cette brillante idée, qui a dit: «Mais en fait, il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on crée quelque chose, pour se défendre, pour construire un truc, en communauté, en fait, parce qu'on avait, quelque chose d'un point de vue, on a été reconnu en fait, par le code du sport et il fallait qu'on s'organise entre nous pour trouver des solutions pour pouvoir continuer à travailler. En fait, clairement, c'était juste ça. Sophie était aussi en formation chez Polestar à cette époque-là, donc elle m'a assez rapidement demandé si ça m'intéressait de venir faire partie de cette 1er groupe de personnes, de brainstormer et de monter cette aventure avec elle. Donc je fais partie de ce qu'on appelle les personnes, membres fondateurs. Donc voilà, donc il y a on est encore 2 membres fondateurs au sein de la fédération, les autres sont partis depuis. Ouais. Peut-être juste avant que tu continues, parce que je me rends compte que pour moi c'est évident, mais pas forcément pour ceux qui nous écoutent. En 2012, c'est ça l'année dont tu as parlé. Est-ce qu'on peut resituer ce que c'était le statut du Pilate en France? Parce que ça fait donc 13 ans. Maintenant, le Pilate, tout le monde sait un peu ce que c'est, mais à l'époque, c'était peut-être pas si clair, en fait. Mmh. Donc c'était à moitié dans la légalité pendant longtemps, en fait, le Pilate. Et Alors pour en ceux qui fait, c'était pas du tout réglementé. On était, voilà. comme plein de métiers qui existent pas vraiment, qui sont dans aucune case. Et donc pas de réglementation et alors il y a toujours 2 facettes. La non-réglementation fait que, bah, tout est libre, tout est possible, Mmh. mais fait aussi qu'on a moins de couverture, moins de reconnaissance, moins de cadre. Voilà, on a dépassé ce sujet-là depuis 13 ans de savoir si c'était bien ou pas d'être Ouais. reconnu. On a été mis dans cette case, code du sport, diplôme sportif obligatoire, cadre d'éducateur sportif obligatoire. Donc la question n'est plus de lutter ou pas contre ça, c'est de dire: «Bon, on a été mis là, dans cette case-là, qu'est-ce qu'on fait pour y être le plus confortable possible?» Donc c'est un petit peu la mission de la fédération, d'accompagner les gens qui sont en formation, qui veulent se reconvertir, qui sont déjà professeurs pour, voilà, trouver des solutions d'un point de vue administratif, reconnaissance, diplôme, et cetera et cetera. Et on a mis en place un label de qualité parce que c'est vrai que depuis 13 ans, avec cette reconnaissance,
est arrivé aussi plein d'excès, et plein de choses, bah, c'est la loi du marché, en fait, hein, c'est comme partout, donc il y a des choses bien, il y a des choses moins bien et la FPMP, voilà, aimerait se positionner comme une référence de qualité, avec un label de qualité, Et justement, c'est quoi ces critères de qualité, selon toi? Qu'est-ce qui fait un Pilate de qualité? Bah, on a, posé des critères qui sont très, pratiques, en termes de nombre d'heures de formation, compétences des formateurs, niveau d'évaluation à la fin de la formation et cetera. Donc on a un cahier des charges très précis, Mmh. comme un référentiel de formation en fait, hein. On s'est vraiment professionnalisé. En fait, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'à la base, on était tous juste des profs de pilates, souvent issus de la danse, pas du tout des milieux administratifs, Mmh mh. juridiques, communication ou toutes ces choses-là et on a dû vraiment se former sur le tas et monter en compétences sur tous ces sujets-là. Donc moi, je pense que c'est ce qui m'a accrochée. Hem, j'ai pas une passion, hein, pour, le juridique, l'administratif et cetera. Je pense que je suis d'ailleurs assez mauvaise à ça. Heu, mais j'aime je sais pas, c'est difficile d'évaluer exactement mes vraies motivations. Il y a que j'ai plongé là-dedans et que quand je fais quelque chose, j'ai envie d'aller au bout et là, actuellement, j'ai des projets, qu'on est en train de mener à la fédération. J'ai envie d'aller au bout de ces projets-là, de les voir se concrétiser parce que je trouve que c'est pour le bien de la communauté, pas seulement des professionnels, mais aussi des gens qui pratiquent en règle générale. Hem, voilà et puis certainement à un moment donné, je serai fatiguée de ça et puis je partirai faire autre chose, mais un autre moment, sera venu, quoi. Voilà. Mais en tout cas, ça a été aussi un terrain d'expérimentation et d'apprentissage et ça, j'ai l'impression que c'est ça qui guide, ton un peu ton parcours aussi. Je me permets de te contredire légèrement. Tu es très, efficace administrativement et je m'en réjouis puisqu'on travaille ensemble. En tout cas, beaucoup plus que moi. Donc, vraiment tes talents et ton énergie et ta capacité d'organisation sont à saluer. J'en profite ici devant, toute la Alors communauté ma d'internautes. capacité d'organisation, je suis tout à fait d'accord, je pense que c'est un de mes points forts. Mais alors l'administratif, vraiment tel quel, tu veux pas voir mes classeurs, c'est très, très bordélique, je D'accord. retrouve pas mes Mais papiers donc non. OK. Mais déjà, tu as des classeurs, hein. Moi, j'ai des feuilles qui flottent comme ça chez moi, donc ça me D'accord, moi paraît j'ai la passé le limite stade classeur, c'est mais exactement. Donc en tout cas, bah, bravo encore parce que je sais que c'est énormément de travail et que ça bénéficie à beaucoup de gens. J'ai peut-être pas une vision de l'entièreté du travail de la fédération, mais un des points fondamentaux, puisque tu parlais du fait que le Pilate a été associé au code du sport, c'est que notamment le travail de la fédération, ça permet aux gens d'accéder à un CQP, donc un diplôme officiel qui leur permet d'enseigner le sport contre rémunération. Donc le Pilate en l'occurrence, mais parce qu'en France, si on veut être bénévole, il y a des niveaux de diplôme qui sont un peu moins exigeants. Mais à partir du moment où on veut être payé, il faut un certain type de diplôme et donc grâce au travail de la fédération, les gens ont accès au CQP, donc qui est le certificat de qualification professionnelle. alors c'est le ALS, AG2E parce que dans les CQP, il y en a plein, Il y en a plein, ouais. il y en a dans toutes les professions, donc c'est un en particulier OK. et oui, on a un partenariat, on travaille depuis 13 ans avec la fédération Sport pour tous, qui est notre fédération délégataire qui nous représente auprès du ministère et voilà, qui nous propose, ce chemin en fait pour nos adhérents. Voilà OK. et ça, c'est intéressant parce que j'ai pris un nouveau titre. Depuis cette année, je suis rentrée au conseil d'administration de la fédération Sport pour tous en tant que, bah, structure agréée, représentante, de la fédération. Bah, ça me demande pas mal de temps de réunion et temps alors c'est pour le coup, c'est un travail très, très organisationnel et administratif et cetera. C'est intéressant parce que, moi, ça m'aide à comprendre, le pilates, on s'est toujours mis un peu en dehors, du sport en disant: «Oui, mais on n'est pas Oui, un sport et c'est pas cetera», du voilà sport. et c'est discutable, hein, enfin, moi, je pense pas qu'on est enfin, voilà. On est une activité sportive et physique, on n'est pas un sport, on n'a pas de compétition, enfin, ou en tout cas pas encore. J'imagine pas des compétitions de pilates. Hem, mais ça nous permet enfin, moi, ça me permet
de monter en compétence, de mieux comprendre le monde du sport. C'est un monde quand même très hiérarchisé, très politisé. C'est lié avec la politique, c'est lié il y a plein d'organes, l'Agence nationale du sport, les syndicats, la branche, tout un tas de choses et en fait, quand on me parlait de ça il y a quelques années, quand on est arrivé avec la fédé, on comprenait rien, en fait. Donc ça me permet de monter en compétence et de mieux comprendre comment on peut mieux s'insérer dans ce monde-là dans lequel on nous a mis. Voilà, donc moi je trouve que c'est toujours intéressant de monter en compétences, peu importe dans quel sujet c'est. Je me dis si un jour, je veux trouver du travail, je pourrais, travailler dans le monde du sport, en tant que, je sais pas, représentante de ceci, de cela, je suis montée en compétence dans ces sujets, quoi. Bon, je pense pas que ça m'intéressera, Ouais, mais voilà, mais c'est une voilà, corde il y a à toujours son arc. cette idée que le travail du corps, ça te mène vers de nouveaux environnements et que tu es, adaptable et curieuse et débrouillarde et donc ça, c'est à noter. En fait, c'est aussi, enfin, me semble-t-il, un prolongement de ta pratique, de voilà, quand tu as commencé à faire de la danse en sport-études, bah, maintenant tu es président d'une fédération et tu es au conseil d'administration. Il y a des moments où le travail du mouvement nous mène, à des endroits un peu surprenant, je ne me serais pas imaginé faire des podcasts, il y a un moment, mais voilà. Puisque tu aimes voyager dans des univers différents, tout à l'heure, tu as mentionné ton passage par le Brésil. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur donc c'était il y a un petit moment maintenant, si j'ai bien compris, mais voilà, comment y es-tu arrivé? Qu'est-ce que tu y as vécu? Ça Mmh. change comme ça un peu de on passe du cadre mental Ouais, fédéral à totalement, au totalement. corps et au Brésil. Et ouais, parce que je suis habitée par ces 2 mouvements différents. L'organisationnel, la structure, le cadre est quelque chose d'extrêmement spontané, intuitif, voire spirituel. Donc j'ai ces 2 paradoxes à l'intérieur de moi, mais genre je pense que comme tout le monde, hein. Alors, eh bien le Brésil, j'étais jeune danseuse et je me disais: «Tiens, il faut que je trouve», donc 18-19 ans, «il faut que je trouve, une pratique, d'arts martiaux qui va m'aider à gagner un peu plus d'explosivité, quelque chose de plus tranchant». Moi, j'avais une façon et d'ailleurs j'ai toujours, parce que je pense que c'est mon expression, corporelle, quelque chose qui est très rond beaucoup dans la fluidité. J'avais du mal avec tout ce qui était plus tranché et je m'étais dit: «Tiens, aller pratiquer un art martial, peut-être ça me ferait du bien». Et puis j'ai réfléchi quoi? Bon, j'aurais pu aller faire de l'aïkido, du karaté, c'était beaucoup plus tranchant, hein, Oui. parce que la capoeira, c'est pas ce qu'il y a de plus tranchant non plus. En apparence, en tout cas, non, ouais. Ouais et voilà comment je me suis retrouvée à essayer des cours de capoeira et puis en fait, je suis tombée en amour. Alors en amour, de la capoeira, du Brésil et d'un beau capoeiriste. J'ai eu le combo gagnant. Package. C'est bien. Voilà et comment je me suis retrouvée, ben, je vais passer les détails, mais voilà, rapidement à aller vivre au Brésil. Donc au bout d'un an de rencontrer la capoeira, ben, 1 an après, je suis allée vivre au Brésil et j'y ai vécu 8 ans. Donc j'ai été mariée là-bas, donc mariée pendant 14 ans à mon ex-mari qui était brésilien, enfin qui l'est toujours d'ailleurs et ma fille est née là-bas, donc j'y ai passé ma vingtaine. C'est une décennie importante en termes de construction. C'est là-bas que j'ai rencontré le pilates, j'ai dansé, j'y ai vécu des tonnes de choses, magnifiques. Donc c'était à Rio de Janeiro? À Rio, Principalement ouais, pour tout ça, à OK. fait. Ouais. J'ai vécu essentiellement à Rio, j'ai très peu voyagé, à l'époque où j'habitais là-bas parce que, on n'avait pas beaucoup de sous. J'ai plus voyagé après, une fois être rentrée en France et continuer à aller au Brésil. Mmh mh. Hem, voilà et puis je pense, continuer parce que j'ai un voyage au Brésil prévu de cette année. Voilà. Très bien. Alors moi, ça me plaît aussi, c'est un des points qu'on a en commun parce que j'ai passé une petite partie de mon enfance au Brésil. Donc c'est une culture pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, d'amour. Qu'est-ce que tu peux dire du Brésil comme ça, de ta rencontre avec cette culture? Je sais pas, en quoi c'est différent de la France? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Waouh! J'ai plusieurs mots qui me viennent. Joie de vivre, ça c'est sûr et en même temps très grande résilience parce qu'au milieu de cette joie de vivre, il y a des terribles histoires. En fait, la vie est très dure, que ça soit d'un point de vue,
économique, il y a eu la dictature. En fait, moi, quand je suis arrivée, la dictature, elle était finie il y a 20 ans, c'était rien 20 ans. Ouais. Donc on en parlait encore, beaucoup, enfin, voilà. Donc il y a eu aussi, un génocide, en fait, des Indiens, des indigènes, des autochtones, dans cette région du monde, bah, comme aux États-Unis, mais voilà, il y a eu de l'esclavage, il y a eu, il y a un racisme systémique, terrible, enfin voilà. Donc il y a une histoire qui est très pesante et en même temps, il y a cette joie de vivre, cette espèce d'exaltation, tu vois? Donc en fait, c'est je pense que c'est les extrêmes, c'est un pays des extrêmes. Mmh. Et en même temps, beaucoup de bruit. C'est les gens sont extrêmement bruyants, la vie est bruyante, une richesse culturelle infinie, voilà, plein de belles choses, plein de belles rencontres. Mmh. Oui, puis c'est aussi quasiment un pays continent, en fait, enfin, où tu peux avoir, la côte et puis l'Amazonie profonde, enfin, c'est intéressant de t'entendre parler de ça parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui viennent, et je pense qu'au niveau du travail du corps, beh, c'est aussi un carrefour qui a permis l'émergence de beaucoup de choses. Alors, tu as parlé de la capoeira, mais il y a aussi le jiu-jitsu brésilien, par exemple, enfin, c'est quand même 2 pratiques qui ont changé le monde. Moi, en Gagner tant le que monde, ouais. Ouais, vraiment parce enfin, le jiu-jitsu brésilien, ça a révolutionné la pratique des arts martiaux. Il y a vraiment eu un avant et un après quand c'est arrivé, je sais pas, sur le devant de la scène, voilà, on ne pouvait plus revenir en arrière. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que justement c'est si créatif? Et on a cité que ça, capoeira et JJB parce que c'est des trucs un peu connus, mais j'imagine qu'il y a aussi d'autres choses au niveau du travail corporel. Comment Ouais, tu dans les tu techniques somatiques, dans la danse, dans le cirque, ils sont en fait, les Brésiliens sont extrêmement créatifs. J'ai l'impression qu'ils ont pas de limite à leur créativité. Oui, parce que même dans la musique, Heu, dans l'architecture, enfin là on parle du Totalement. corps, mais en fait, au niveau culturel en général, c'est très riche. Enfin pardon, je voulais pas Dans le te cinéma, bah, ils viennent de gagner un Oscar du film, étranger là, avec le film de Walter Salles que j'ai pas encore été voir, que j'ai très envie d'aller voir. Hem, donc il y a une richesse culturelle, une créativité, je pense, qui vient de ce melting pot. C'est-à-dire que c'est mmh, quand même une terre où il y a eu des mélanges, de cultures, incroyables avec, une culture autochtone indigène, avec, des apports européens, pas seulement portugais, parce que c'est les Portugais qui ont colonisé, mais il y a eu des Français, il y a eu des Hollandais, il y a eu des vagues d'immigration d'Italiens, de Japonais, de Russes, d'Allemands. C'est un melting pot absolument incroyable, sans compter bien évidemment tous ces esclaves noirs qui ont été ramenés, hein, de la côte, ouest, et là, d'une façon, quand même, complètement tragique, et je pense qu'en même temps le Brésil, il est traversé par toutes ces ce qu'on disait, par ces tragédies, par ces douleurs. Il y a, comme dans beaucoup d'endroits dans le monde, il y a vraiment des processus de guérison qui ont besoin d'être faits, tu vois? Mais il a émergé, en fait, du mélange de ces cultures, des pratiques incroyables, et il y a peu d'endroits où il y a eu autant de mélange. bah, moi j'étais vraiment surpris, puisqu'effectivement, bah, donc on connaît, la culture autochtone, la colonisation, l'esclavage, mais aussi tu as parlé du Japon et qu'effectivement il y a eu un moment parce que je pense qu'il y avait un agrément en fait entre l'empereur du Japon et à un moment il y a eu un empereur du Brésil aussi et C'est, un accord. début 20e, c'est genre vers 1900-1905 par là. Il y a eu une énorme vague de migration, japonaise à São Paulo. Donc Oui. il y a un quartier japonais à São Paulo, et c'est étonnant parce que tu vois des Japonais qui parlent, brésilien en argotique, Mmh. et qui jouent la samba, et ouais, c'est étonnant. Et ouais, moi, ça m'avait beaucoup surpris parce qu'enfant, du coup, j'avais découvert ça et c'était pas quelque chose, c'est pas une chose à laquelle je m'attendais et voilà, effectivement, en fait, dans ces pays-là pour moi, il y a un peu la même chose en Israël où, en fait, il y a des gens qui viennent de partout, qui se rencontrent et hop, ça émerge, en fait, parce que c'est toujours une question de métissage, que ce soit, ethnique ou culturel et c'est ça qui fait qu'il y a des nouvelles propositions de mouvements qui existent, qui émergent et je trouve ça je Bon, trouve et ça puis les très, très fort. Brésiliens aiment beaucoup le travail sur le corps.
Moi, j'habitais Oui, à Rio, tu es, tout le temps à la plage. Tu es tout le temps en maillot de bain, tu es tout le temps en train de faire du sport, tu vois? Donc tu parlais du jiu-jitsu brésilien, c'est la famille Gracie, c'est la zone, sud, de Rio, c'est le Leblon, donc tu vas à la plage et tu vas prendre, ton jus à bar à jus, tu as tous les Gracie, tu vois? Il y a l'académie, de l'ancien, je sais pas son nom, enfin voilà, tu vois? Elio, je crois, le fondateur. Donc c'est voilà, tu es au cœur du truc quoi, des tout le temps les gens sont en train de faire de l'exercice. Oui, autant pour une recherche esthétique qu'athlétique, somatique, disons. Mais alors disons, voilà, magnifique transition. Donc tu t'intéresses à la danse, au pilates, on a parlé de la capoeira et il y a le travail somatique qui, si j'ai bien compris, t'intéresse aussi. Qu'est-ce que c'est le travail somatique? Comment tu définirais ça? Mmh. Vaste Alors, je vais pas revenir sur la définition du soma, et cetera, si tu veux le la un préciser, petit ouais. mot peut-être dessus, tu vois? Parce que peut-être des gens Ouais, qui prennent ça en cours de route. ouais. Ben, soma, c'est en grec, ça veut dire, esprit, je pense, hein, c'est ça? Donc c'est l'idée c'est l'idée de que ça travaille en fait Thomas, c'est le le corps, non? le Plutôt? corps, tu vois? Je suis mauvaise. Mais en fait, somatique alors moi, il y a quelque chose qui me plaît et qui me déplaît dans ça. C'est-à-dire que c'est comment tu mets le corps et l'esprit ensemble, mais ils sont déjà ensemble, c'est une unité forcément. Donc comment tu observes, la présence de l'esprit dans le corps et la présence du corps dans l'esprit? C'est plutôt ça. Comment tu intègres les 2. Comment tu interconnectes et tu observes les expressions de l'un et de l'autre? Donc du coup, les techniques somatiques, à l'heure actuelle, on voit beaucoup de choses qui se développent d'un point de vue psychologique, d'un point de vue psy. Ouais, avec, Peter Levine, j'ai oublié le nom moi j'ai oublié quelques noms, mais voilà. Bessel Des van der personnes qui sont Kolk. plutôt dans la même Gabor Maté, voilà, des gens comme ça qui sont vraiment plus dans la psy. Ouais. Mmh. Et puis des gens, qui vont être plus dans le corps comme, la créatrice du BMC qui est Bonnie Benrich-Cohen ou même, Feldenkrais en son temps, c'est quand même plus ancien encore, voilà, donc on a vraiment, hem, des approches différentes, même si en fait le lien va être le même, c'est-à-dire comment on réintègre le corps et l'esprit pour ne faire qu'un et observer ce qui se passe en nous pour créer une meilleure relation avec le monde. Je pourrais le dire ça comme ça. Moi, je crois que c'est une super, super définition, Mmh. vraiment. Parce qu'il y a à la fois cette dimension physique et mentale et cet aspect intime, mais aussi relationnel, parce que c'est très bien d'être, conscient des mouvements des tissus et du travail organique, mais si l'idée, c'est d'aller aussi vers l'extérieur, avec cette perspective peut-être plus informée sur soi pour mieux comprendre l'autre. Enfin, moi, je pense que ça doit rétablir du lien à soi et à l'autre. Donc, Mmh. oui, c'est vraiment essentiel et c'est aussi pour ça peut-être que ça a une dimension presque sociale, puisque ça peut changer le rapport à soi et à l'autre. Donc c'est puissant. Heu, mais peut-être que du coup, nous, ça nous parle parce que ça nous occupe et ça nous anime, mais comment ça pourrait se traduire concrètement, en fait? Qu'est-ce que ce serait finalement une pratique somatique? Est-ce que c'est une pratique dédiée ou est-ce qu'on peut avoir une approche? Est-ce qu'on peut faire de la capoeira somatique ou de la bourrée somatique? Et admettons, du coup, comment un cours de capoeira ou de pilates, puisqu'on en parlait, qu'est-ce qui ferait que c'est plutôt somatique ou pas somatique, selon toi? Comment tu guiderais les gens pour que ce soit plus somatique? Mouais, je suis d'accord. En fait, n'importe quoi peut être somatique. Je peux faire de la marche, de la lecture, j'en sais Ouais, rien en fait, pour moi, c'est, sortir de la forme. C'est-à-dire que si je vais faire, par exemple, un cours de capoeira ou un cours de pilates et je vais penser à, mon pied doit être à tel endroit, avec tel alignement, je vais inspirer à tel moment, expirer à tel moment et je vais performer une chorégraphie, un truc qui est calé, OK? Et c'est une première étape, j'ai rien contre, ça peut être structurant, on parlait de structure tout à l'heure, travailler le corps, la structure du corps, voilà, ce qui est vraiment là et tout. Mais quand je bouge, qu'est-ce qui bouge? Tu vois, c'est pas juste mon squelette.
C'est pas juste mes muscles, c'est moi, en fait. C'est mon énergie, c'est ma personne, ce sont mes émotions, d'ailleurs l'étymologie d'émotion et mouvement, c'est la même. Donc les émotions, sont en mouvement et les mouvements font naître des émotions, enfin, tu vois? Donc une façon somatique d'enseigner, ça serait: «OK, je suis en train de faire ça, mais qu'est-ce que ça me fait de faire ça? Comment je me sens de faire ça? Qu'est-ce que ça provoque en moi? Qu'est-ce que ça modifie en moi?» Et du coup, quand ça modifie quelque chose en moi, forcément, il y a quelque chose qui se modifie dans ma relation à l'extérieur. Et en fait, c'est faire ce chemin d'être en conscience de ce qui se joue en moi quand je fais ça et du coup, qu'est-ce qui se joue avec les autres? Donc c'est poser l'attention à un endroit différent. Voilà. C'est intéressant parce que c'est difficile à définir, mais je trouve que là, tu as trouvé les mots vraiment qui mettent l'accent sur ce qui est essentiel. Et je te rejoins sur le côté structurant des pratiques plus formelles, parce que moi, j'ai eu le même parcours dans les arts martiaux où on apprenait à faire exactement, une forme précise et la main, elle était comme ça et pas autrement, et que oui, ça m'a construit, mais il y a vraiment aussi un côté où, moi qui n'étais pas très conscient, voire absolument pas conscient de mon corps en arrivant à ces pratiques, ça éteint aussi cette conscience du corps. En tout cas, ça nourrit pas un rapport intime avec, ce qui se passe et c'est comme si on était au service de la discipline, alors qu'il y a un retournement qui s'opère dans ce que tu décris, si je comprends bien, où, ou faire la enfin, on est au la forme est à notre service et on n'est plus au service de la forme. Et après effectivement, il y a des situations où ça peut être intéressant de faire ces allers-retours, mais je pense que si cette dimension personnelle, intime, elle est absente, il y a des pratiques qui sont au mieux qui manquent d'efficacité et au pire qui peuvent être délétères en fait. Il y a un côté où ça peut vraiment nuire au corps et c'est pour ça, je pense qu'il y a autant de blessures dans la majorité des pratiques, parce qu'il y a une absence d'écoute. On va pousser plus loin pour, se conformer à un cadre, hem, pour performer. Ben, c'est toujours ça le qui revient et où en fait, il y a un moment où notre intégrité, elle est entamée par la recherche de performance et ça peut être, tragique parfois parce que ça crée des blessures, et sur des gens qui sont jeunes, donc il leur reste beaucoup de temps à vivre et qui se dédient entièrement à ça et que ça peut venir, bah, altérer des chemins de vie, des carrières, parfois pour le mieux parce que en général enfin moi, il a fallu que je me blesse très gravement pour commencer à écouter mon corps, mais ça peut quand même avoir des conséquences, physiques, psychologiques, émotionnelles, assez fortes. Donc d'intégrer cette notion de qualité et d'écoute, ça peut être, vraiment, vraiment salvateur. Donc merci parce que je trouve que tu as en peu de mots, tu as résumé vraiment ça. Hem Et donc, puisque ça te tient à cœur, un jour, on discutait et tu as eu envie, tu m'as proposé une idée d'organiser un projet. Qu'est-ce que c'est ce projet, Yael? Oui, mais je me souviens plus même comment exactement on en a discuté, comment c'est venu sur le tapis, mais en discutant de tout ça ensemble, on s'est rendu compte qu'on avait des parcours et des pensées un peu similaires et qu'on avait des envies, d'exploration un peu similaires. Et on s'est dit, «Beh, tiens, on va créer un truc en ligne». Alors pourquoi en ligne? Parce que c'était plus simple à mettre en place au départ et cetera. Moi, j'aime beaucoup le présentiel. Peut-être qu'à un moment donné, ça se développera sur le présentiel. Mais voilà, c'était plus simple de lancer, en fait, la création de ce concept et de cette communauté et de cette réflexion, je pense qui va mûrir, hein, entre nous 2, puis qui va être nourrie aussi de ce qu'on vit avec la communauté. Donc c'est Aime le sommet, qui a eu lieu en octobre 2024, donc qui a mis quand même une bonne année à voir le jour, entre le moment où on a eu l'idée et puis où c'est passé à l'acte. Moi, j'ai été tellement, heureuse de ce sommet parce qu'on a réussi à mettre ensemble des gens tellement incroyables, mais j'en suis encore, toute, étonnée, en fait, de la qualité, de ce qui est sorti. Donc en fait, l'idée, c'était de créer un événement en ligne sur 3 jours. On a eu des conférences, des tables rondes et
des pratiques. Pourquoi tout ça? Parce que, ben, conférence, c'est plutôt un peu, je vais pas dire pyramidal, mais c'est un peu, le mot m'échappe, enfin, la personne parle et les gens écoutent et cetera. C'est intéressant, hein, quand on a des sommités telles que les personnes qu'on a eues, on a besoin d'écouter, ces discours, tu vois? C'est cool. Mais table ronde parce que, voilà, on aime bien discuter sur des sujets, c'est ce qu'on fait un peu tout le temps entre nous et donc on trouvait que l'apport de points de vue différents était super intéressant et puis des pratiques parce qu'on travaille avec le corps, quoi. Donc c'était un sommet qu'on voulait vraiment hyper, diversifié dans les approches et puis, bah, je te laisse nous dire, qu'est-ce qui va se passer en 2025? Parce que bon, on a quand même bien Heu, aimé passer la première année donc on a bien aimé, bah, je rebondis juste avant de d'annoncer, qu'effectivement, donc au niveau des conférences, que l'idée c'était, en fait, le constat, c'était que tout ce qu'on vient de se dire sur le travail somatique, ça émerge et j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ça prend de l'ampleur. En France, c'est quand même assez confidentiel encore. Il nous faut souvent plus de temps pour, intégrer certaines approches. Il a déjà fallu beaucoup de temps pour accepter le yoga et le pilate, par exemple. Donc là, c'est comme s'il y avait une autre vague du courant du travail corporel qui existe et bah, pour les raisons qu'on a évoquées, ça nous semble important d'en parler et donc on pourrait revenir aussi après sur pourquoi c'est compliqué en France de d'implémenter ce genre de travail en conscience. Mais notre idée, c'était aussi de faire connaître au public francophone le travail de gens qui étaient pas connus en France et dont le travail était pas traduit, ou rarement en tout cas. Donc en termes d'intervenants, heu, au niveau des conférences, il y a eu Mark Walsh qui, lui, je pense que c'est lui qui m'a donné envie d'organiser des sommets en ligne, parce que moi, j'étais pas très au fait de tout ça. Et quand j'ai vu son travail, je me suis dit que ce serait intéressant de l'amener en France. Il y avait Philippe Beach, donc qui est ostéopathe et qui fait de la médecine chinoise. Joseph Wojcik qui a créé Fighting Monkey avec sa femme Linda. Ça, c'était pour les intervenants anglophones, mais l'idée, c'était de réunir des anglophones un peu connus, en tout cas dans ce monde-là, et des francophones, qui faisaient un travail de qualité. Bah, je pense notamment à Camille Allen, par exemple, qui donc fait des neurosciences. Il y avait Michel Taranto, qui travaille sur la tenségrité, l'ostéo-éveil. En termes de conférences, voilà, c'était parmi les têtes d'affiche et qu'effectivement, bah, dans les, tables rondes, il y avait, autant des on pouvait mettre en dialogue des professeurs de pilates avec des professeurs de qigong, avec des spécialistes en neurosciences, enfin, voilà, parce que les intervenants faisaient parfois et des conférences et des tables rondes et d'avoir des gens qui, évidemment, étaient quand même d'accord sur l'essentiel, mais qui pouvaient avoir des points de vue qui pouvaient s'enrichir, se compléter, puisqu'il y avait des angles différents et puis effectivement au niveau des pratiques, de la méditation, un travail sur les fascias, sur la conscience corporelle, sur le qigong, un peu de fighting de la monkey, des choses comme PMC. ça, du pilates, flow, BMC, du garuda, voilà. D'avoir une diversité de points de vue. On a même eu un Brésilien. Et oui, voilà, exactement. Donc, des gens du Brésil aussi, donc avec, Georgita Point, qui proposait sa pratique qui était notamment inspirée de la capoeira. Enfin, de montrer que oui, c'est tous ces gens qui travaillaient sur le corps en conscience comme on l'a présenté, brièvement mais efficacement juste avant. C'est-à-dire que, OK, la forme passe au second plan et c'est sur la conscience, le ressenti pour une meilleure relation. Et ben, en fait, qu'il y avait vraiment une grande diversité, de pratiques et d'approches qui pouvaient résonner avec ça. Et donc Et ça d'ailleurs, nous les a replays sont toujours disponibles, hein. On peut, sur le site, bon, racheter le pack replay et revoir toutes ces conférences et ces pratiques et cetera. On pourra peut-être mettre le lien, dans la il description. y aura le lien, tout à fait. Donc pour les replays, nous, on entretient un peu la chaîne YouTube et on mettra à dispo aussi certains extraits pour qu'on puisse se faire une idée. Parce que oui, ça nous a tellement plu et ça a plu aux gens, ça a plu aux intervenants, ça a plu aux participants, ça a plu aux organisateurs, donc ça a plu à tout le monde. Et donc on va le refaire en 2025, Yael, aux Tout mêmes à fait. dates à peu près.
Fin octobre 2025. Et qu'est-ce qui va se passer alors? Ce sera la même chose Heu, mais différent. oui, on a appris un petit peu des choses. Alors la première année, peut-être les programmes étaient très, très denses. On avait des journées, très intenses. Donc on va un peu réorganiser les journées pour que ce soit plus digeste. Vous n'aurez pas à Mais poser de toujours les questions mêmes formules, table ronde, conférences, pratiques. Ouais, sur 3 jours. sur 3 jours, donc un petit peu plus compact, et en même temps plus aéré. Donc comme ça, les gens qui peuvent, qui ont des obligations, sont pas trop contraints, sachant qu'il y a toujours la possibilité d'observer, enfin de visionner en replay à chaque fois. Et toujours sur ce même format, à la fois des conférences, des tables rondes et des pratiques. Et alors, qui est-ce qu'il y aura cette année? On a déjà quelques noms. Est-ce qu'on annonce un Quelques peu? noms qui sont confirmés. Bon, nous serons là. Voilà, Yael Pancost, voilà, que ça Non, fait donc 45 on va minutes que proposer vous me des entendez pratiques, parler. bien sûr. Alors, tu vas me rafraîchir la Il y a mémoire pour Tia les Settle, donc qui est un professeur de yoga, qui propose une vision du yoga somatique, qui nous a fait le plaisir et l'honneur d'accepter notre invitation. Donc ça, je suis très content parce que son livre, Yoga of the Subtle Body, c'est qui n'est malheureusement pas traduit, mais d'où l'intérêt, hein, de notre initiative, c'est de faire venir aussi, faire connaître des gens qui sont pas traduits en France. Mais, vraiment une vision du yoga très inspirante, je trouve, très enrichissante. Qui d'autre, Yael? on a quelqu'un du Fighting Monkey, non, je crois, qui vient? On a Natalia Pietschuro qui viendra faire une pratique. Donc l'année dernière, on avait Joseph Rouček qui est venu faire une conférence. Donc Joseph, c'est le fondateur de la pratique avec son épouse, et Natalia, c'est une de leurs plus anciennes élèves qui va participer à un enfin, qui va donner un stage d'ailleurs fin mai à Paris. Ça aussi, il y aura le lien, dans la description si ça vous intéresse. Il y On a aura, Jeannette Amato qui sera là de nouveau. On a adoré sa participation, oui, l'année dernière. Donc donc qui Jeannette, fait du elle est, body mind centering. directrice, de l'enseignement de l'éducation de la BMC en France. Voilà, et c'est une praticienne, incroyable, d'une subtilité, d'une poésie, que j'ai beaucoup appréciée. Oui, moi aussi, ça m'avait beaucoup marqué dans les on avait de très belles propositions, mais ce travail sur l'espace du cœur qu'elle avait proposé, ça c'est resté dans ma mémoire. Il y a Tania Shipko aussi, donc qui fait de l'embodiment, qui a étudié notamment avec Mark Walsh, qui sera là pour nous proposer une pratique. Donc on a du Fighting Monkey, de l'embodiment, du body mind centering, Il y a Camille Allen Céline Wang qui revient. qui a confirmé sa pratique, avec nous aussi cette année de nouveau autour des fascias. Selina Wang, donc voilà, qui travaille autour des fascias, mais qui fait du yin, qui fait aussi du travail, plus dynamique, sur la bio-intégrité, je crois. Donc elle parle de tenségrité et Biotenségrité, oui, elle travaille maintenant sur un concept qu'elle appelle les 5 filaments et la spiralité des tissus. Ouais. donc voilà, autour des propriétés des fascias, si on peut synthétiser. Camille Allen donc qui revient pour, parler à nouveau de neurosciences sous un angle un peu différent. Donc ça fait déjà une belle affiche parce qu'on n'est qu'au mois de mars et Oui, donc on c'est en attend des octobre, confirmations encore. On a quelques surprises voilà. à vous réserver encore. Ouais. Mais déjà, on sait que ce sera bien, quoi. Mmh. Avec l'affiche, toujours avec cette volonté justement de faire connaître, un travail, un peu différent sur le corps. Et ça, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Bien sûr, les gens qui sont déjà dans le mouvement, et peut-être qui ont des parcours, un peu similaires aux nôtres, qui ont envie d'enrichir leur pratique. Mais je pense que même les gens qui sont pas spécialistes du mouvement, qui ont pas de pratique ou une pratique très légère au niveau du temps d'expérience ou du volume de pratique dans la semaine, c'est forcément utile parce que ça permet de vivre le quotidien différemment, quoi. Mmh. Donc Moi, je dirais que pour moi, il y a un concept, enfin un mot qui est important, c'est la curiosité. Voilà. Si vous êtes curieux, c'est fait pour vous. et le plaisir, parce que ce Mmh. sera agréable. C'est pas, les pratiques sont peut-être qu'il y aura des pratiques un petit peu plus intenses pour les
pour les spécialistes, on pourra l'annoncer, mais d'une façon générale, la pratique, elle est accessible à tous. On en a parlé un petit peu et je voulais avoir tes impressions parce que moi, c'est, tu le sais, quelque chose qui me tient à cœur. Il y a pas longtemps, tu as essayé le Fighting Monkey. Mmh. Est-ce que tu peux nous moi, c'est quelque chose dont je vais beaucoup parler, à l'avenir et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu en as retiré? Qu'est-ce que c'est pour toi le Fighting Monkey? C'est pas une question facile, c'est comme le travail somatique. Là, j'ai passé 2 jours avec des profs, on a passé 2 jours à essayer d'expliquer ce que c'était. Donc qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que tu en as retiré? Tout ça, tout ça. OK. Alors, j'ai retiré beaucoup de courbatures, mais ça je savais avant d'y aller que ça allait être compliqué, que ça allait être intense. Donc voilà, ça m'a pas déçue de ce point de vue-là. Alors pour moi, de ce que j'en ai compris, bon, le Fighting Monkey, c'est une pratique que j'ai vue émerger depuis ça fait quoi? Ça fait 10 ans, hein, qu'ils font ça, je pense, quelque chose comme ça. Au Ouais, moins sous la enfin, je pense que ça fait 20 ans que ça a commencé, mais je sais pas ouais. quand est apparu le nom Fighting Parce que moi, Monkey et ça puis fait bien une dizaine d'années que j'en entends parler, que je regarde de loin, que ça m'intéresse, mais que j'ai pas le courage d'y aller. Je me dis: «Bon, peut-être, peut-être pas» et cetera et bon, voilà. Donc là, j'avais sauté le pas, un peu, guidée par ton enthousiasme, tu vois? Alors je définirais ça comme un set de pratiques, heu, qui te permettent de cultiver tes capacités physiques. Et dans ce set de pratiques, j'ai cru comprendre qu'eux, ils pratiquaient certaines choses, mais qui sont aussi toujours en recherche d'autres choses. Donc il y a tout ce qui est coordination, tout ce qui va être, explosivité, improvisation, il y a beaucoup de travail, sur, hem, peut-être la concentration, la capacité de s'adapter, en fait, très forte. Hem tout le travail avec la balle, j'ai beaucoup aimé. Je me suis rendu compte que j'étais très mauvaise, donc il y a beaucoup de pratiques aussi à 2 en binôme. Il y a des pratiques seules, il y a des pratiques introspectives, il y a des pratiques, très explosives. Donc pour moi, c'est vraiment comment tu peux trouver un éventail de pratiques qui te permettent de développer toutes tes capacités physiques et pour en revenir à ce que je disais par rapport aux pilates, bah, ça m'intéresse parce que je me dis: «OK, ça me fait vraiment travailler tout». Pareil, quand je vais à la capoeira, j'ai pas de pratique introspective à la capoeira. Il faut que oui, je vienne l'apporter d'ailleurs, tu vois? Eux, leur principe, c'est vraiment de pas avoir une forme. D'ailleurs, ils appellent ça zéro form, hein, certaines de leurs pratiques, mais d'aller chercher les compétences et en ça, ça me rappelle quand même un peu les pratiques de movement qui ont les mêmes objectifs finalement. mmh. Il y a une recherche de transversalité. Bah, tu parlais de développer les capacités physiques, alors ça, c'est indéniable, d'un point de vue athlétique, mais aussi de longévité. Parce que Oui. c'est comment, être, avoir un corps efficace mais durable et il y a vraiment Moi, je dirais que c'est quand même j'ai senti un point de vue même un peu, politique, si je peux me permettre. Politique dans le OK, sens, heu, socialement, c'est-à-dire que quand j'enseigne aux gens à être adaptables et à savoir réagir et savoir, prendre de bonnes décisions dans un moment de difficulté, de stress, de contrainte et cetera, ben, enfin, pour moi, c'est très fort, en fait. C'est pas juste que physique. c'est d'actualité. Mais c'est intéressant parce que tu le soulignes, parce que je pense que ça, alors que Joseph parle quand même beaucoup, c'est quelque chose qu'il explicite jamais. L'aspect politique, social, mais peut-être que, bah, lui, il en a conscience malgré tout, mais qu'effectivement, du coup, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, il y a un côté psychophysique quand même dans la pratique. C'est pas que pour devenir explosif ou souple ou qu'il y a aussi une dimension effectivement relationnelle, comme tu le disais, parce qu'il y a un travail à 2. Donc relationnel, mais aussi, bah, effectivement social, politique, je moi aussi, hein,
j'ai pas forcément toujours les mots pour capturer ce que c'est, parce que c'est difficile et personne ne les a, j'ai l'impression. Mais qui a un côté où c'est développer un corps élastique et un esprit plastique. C'est-à-dire le plastique qui peut s'adapter, qui peut se déformer, qui peut se réorganiser facilement. Et je pense qu'effectivement, ça apprend à composer avec l'incertitude et que dans cette, période, qui est assez incertaine, en tout cas moi je le vis comme ça, j'ai l'impression que je suis pas le seul, c'est vraiment bienvenu. Et donc, oui, on fait des mouvements cool, et puis on joue, avec la balle et on fait de la lutte et tout ça, mais derrière la proposition, hem, elle est vraiment extrêmement profonde, je trouve et c'est quelque chose que j'ai pas forcément retrouvé ailleurs. Enfin, il y a une transversalité, une possibilité d'application qui me semble, assez inédite. Alors, il y a plein de choses que j'ai pas essayées, hein, mais je trouve que voilà, enfin moi, ça m'a aidé à dévisser quelque chose. J'étais en train de m'occuper de vider la maison de ma mère qui était décédée et il y avait une barre de store, qui était cassée et Fighting Monkey, ça m'a aidé à dévisser ça, quoi. Donc ouais, c'est parce et avant, j'aurais bloqué, j'aurais abandonné, je l'aurais laissé comme ça et là, je me suis dit: «OK, regarde comment c'est fait, regarde comment tu peux faire» et j'ai vu que c'était tout ce travail-là qui m'avait, vraiment fait changer ma façon de voir les choses, quoi. Donc ouais, beh, merci parce que je l'aurais pas articulé comme ça, cette, dimension politique de Fighting Monkey. Mais, je vais creuser ça parce que la somatopolitique, c'est quelque chose qui m'intéresse. Bah, Et le travail sur le corps est politique, en fait, à un certain endroit. Enfin, c'est un peu, un raccourci de dire ça comme ça. Mais oui, parce qu'on parle de relations, on parle de relations au monde, d'écoute, de capacité de dialogue, donc forcément, c'est société, c'est comment on fait société avec nos corps. Enfin, tu vois? Mmh. et oui, oui, bah, je suis d'accord. Est-ce que tu veux, élaborer là-dessus ou conclure, là-dessus? Une autre fois peut-être. Mais donc du Ouais, coup, comment le corps c'est un fait, autre sujet un autre et sujet, il faudra que tu viennes. Mais effectivement, mais comment grâce et à faire société, c'est bien dit. mmh. Bah, ouais, tout à fait. Donc non, je finirais peut-être là-dessus sur le fait que, je pense qu'on a tous des moments de découragement quelquefois dans nos pratiques ou dans nos choix de profession, tout ça et ça m'arrive de temps en temps de me dire: «Oh mais je fais un travail qui sert à rien, et il y a tellement d'autres choses que je pourrais faire qui seraient plus utiles pour la société», comme, aller soigner des gens, je sais pas, voilà, faire d'autres choses et puis, quand je m'arrête 2 minutes pour réfléchir, en fait, je me dis: «Beh, non, en fait, mon travail, il est quand même assez utile pour la société à un autre endroit» et je pense que peut-être on a besoin de le conscientiser et de s'engager. C'est certainement peut-être par là que j'ai l'impression que ma vie, elle va aller un peu plus, peut-être avec l'âge, tu vois? De réfléchir comment, alors ça veut pas dire, faire les choses différemment, mais peut-être les faire avec une autre conscience, tu vois? De Mmh. dire: «OK, ce que je peux faire, ça peut être aussi, une façon de m'engager quoi dans la société, dans la communauté, c'est important quoi». Mmh. Oui, c'est important. Bah, je pense, nous, ça nous donne aussi une autre, perspective et ça peut être, en termes justement d'énergie et d'enthousiasme, c'est intéressant et puis ça peut aider les autres. Mais cela dit, j'ai l'impression que si tu veux t'engager plus, c'est très bien, mais tu es déjà fortement engagée puisque tu as notamment ce rôle de présidente, de la fédé, que ton action, elle a déjà un impact positif sur la vie de beaucoup de gens. Mmh. Je pense que c'est quelque chose qui m'a souvent guidée parce que quand je suis devenue formatrice, j'ai croisé, Lolita San Miguel. J'étais toute jeune, professeure, j'avais 1 an ou 2 ans de prof de pilates. Lolita San Miguel, c'est quelqu'un qui s'est formé auprès de Joseph Pilates, qui est une elders et cetera. Donc je suis allée faire un workshop avec elle quand j'habitais au Brésil et puis il se trouvait que j'étais hébergée aussi chez la personne qui organisait donc j'ai passé un peu de temps avec elle et elle m'a posé cette question de pourquoi je voulais faire cette profession. Et elle a dit: c'est toujours une question un peu compliquée». Hem et je pense que j'ai toujours eu cette idée de me dire: «OK, si je suis professeure, je vais avoir un impact sur la vie de 50 personnes autour de moi et si je suis formatrice, je vais avoir un impact sur peut-être 50 professeurs qui, eux, vont avoir un impact sur 50 personnes» et donc en fait, par ruissellement,
D'être de et c'est un peu finalement ce que je pense faire aussi à la fédération, de me dire: «À cet endroit-là, j'ai un impact qui peut être encore plus important». Quand je dis moi, c'est pas, moi, ma petite personne, mais c'est, un des valeurs communes que j'essaie de défendre avec les personnes qui travaillent avec moi, tu vois? De dire, si on veut vraiment que le monde ressemble un peu plus à ce qu'on aimerait, à un monde meilleur pour vivre, plus doux pour vivre, bah, en fait, faut se bouger, quoi. Faut faire quelque chose. Donc dans ce sens-là, des fois, moi, je pense que je suis pas assez engagée, je réfléchis à comment je peux m'engager, différemment, en tout cas. Ouais. OK. Bah, mais en tout cas, il y a déjà eu tes actions, elles ont bénéficié d'un effet démultiplicateur, disons, par ton travail de formatrice, pardon, et de présidente. Donc, peut-être plus encore, grâce à un sommet en ligne, par exemple, et Ah et ouais. et d'autres choses. Mais en tout cas, félicitations pour ton travail et merci parce que, bah, je sais que ça aide déjà beaucoup de gens. Donc peut-être si tu en aides encore plus, ce sera formidable, mais voilà. Donc merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation et Merci d'avoir Adrien. partagé, ton parcours qui est quand même d'une grande richesse et à titre personnel, merci d'être, ma partenaire et de m'aider à monter ces projets, parce que, moi aussi ça m'aide beaucoup. Donc je te Ouais, remercie sincèrement. avec beaucoup de plaisir. J'aime à collaborer avec toi et à collaborer en règle générale. Je trouve ça hyper stimulant et on va plus loin, quoi. Mmh. Merveilleux. Merci beaucoup, bon courage et à très vite, puisque voilà, on va se revoir, sur les ondes. Salut! Salut Adrien.